Il est 9h05, le 12 juillet 2006. Derrière moi, le village libanais d'Aïta al-Shab, un véritable bastion du Hezbollah. C'est de là que le commando de la mouvance chiite lance son attaque, exactement ici, là où nous sommes, contre une patrouille de l'armée israélienne. À l'intérieur, 5 soldats. 3 meurent sur le coup, 2, Eldad Regev et Ehud Goldwasser, sont kidnappés par les hommes et le commando du Hezbollah. Commence alors la deuxième guerre du Liban, qui va durer jusqu'au 14 août. Selon certains experts, tout était prédestiné parce que quelques semaines plus tôt, Gilad Shalit, un soldat israélien, avait été kidnappé également, dans le sud, cette fois autour de la bande de Gaza. Mais cela appartient à l'histoire. 15 ans de la guerre, de la deuxième guerre du Liban, c'est sur Défense, c'est parti. الآن بدأ المجاهدون يتقدمون نحو الآلية العسكرية لعملية الوعد الصادق في خلة وردي ويبدو في المشاهد شيء Et mon premier invité, colonel de réserve Amnon Eshel Assouline, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale des 15 ans de la guerre du Liban. Vous étiez commandant de la division des tanks, la division 7 qui a bataillé à l'intérieur du Liban. Là, on est quasiment dans une sorte de forêt. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine, plutôt l'endroit où vous avez combattu? Je dois dire que je suis très ému, car c'est l'anniversaire de la veille de la guerre. Je me souviens de ce moment-là plus que de tous les autres moments où j'ai servi dans la zone de sécurité au sud Liban, avec tous les défis auxquels nous avons dû faire face. Si je dois faire le lien avec la guerre, je vous dirais que lors d'une des nuits les plus éprouvantes, vers l'aube, le commandant de ma division, Gal Hirsch, m'a convoqué ici même au poste d'observation. Quelques minutes avant de partir pour la seconde fois à Binjbel, Gal s'approche de moi et ensemble nous observons cette zone avec nos jumelles. Ensemble, nous réfléchissons à la façon de faire entrer Tsahal de nouveau à Binjbel après les difficultés que le bataillon 51 y avait rencontrées. Voilà pourquoi je suis très ému d'en parler ici même, parce que c'est beaucoup de souvenirs de la guerre. Vous arrivez à comprendre que 15 ans se sont passés depuis? Pas du tout. Je dois reconnaître qu'à titre personnel, je vis toujours cette guerre pour la simple raison que j'y ai perdu plusieurs amis, les meilleurs parmi nos combattants. Que ce soit dans mon unité ou dans les autres, peu importe le nombre d'années qui sont passées, les émotions restent intactes. Il y a un mois, nous avons organisé ici un colloque pour les familles endeuillées. J'y étais et je me suis exprimé. Je me sentais vraiment dans la poussière de la guerre. J'entendais le bruit et je croyais y être. Alors oui, cette guerre, je la vis chaque jour et à chaque moment de la journée. Les noms des combattants sont présents en permanence dans mon esprit, qu'il s'agisse de ceux qui ont survécu et qui vivent parmi nous, comme de ceux qui sont partis. Amnon Eshel Assouline, je disais que vous étiez commandant de la division 7, celle des tanks. Vous avez subi un très lourd tribut à l'intérieur du terrain libanais. Vous arrivez à comprendre avec le recul pourquoi? Tout d'abord, je dois dire que quel que soit leur grade, les combattants se sont tous bravement battus. Tout ce qui importait pour eux, c'était la défense de la patrie et la protection des citoyens de l'État d'Israël et de notre frontière nord. Ils ont été se battre comme ils ont appris, dans le plus grand dévouement et sans la moindre hésitation. Et sans être politiquement correct? Ce n'est pas du politiquement correct, je vous le dis en tant que militaire. Indépendamment de la 7e brigade dont j'ai été le commandant, une armée se prépare en permanence à la guerre. Et lorsque la guerre éclate, le rôle de l'armée est de se battre. Je pense que nous avons été préparés à la guerre. La 7e brigade était prête pour partir au combat. Elle avait été très bien entraînée et s'est battue avec la plus grande détermination. Ce n'est pas du politiquement correct. Oui, nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette guerre. Mais une difficulté ne va pas vous convaincre de cesser de défendre la patrie. Il y en a eu dans toutes les guerres d'Israël et nous les avons toujours surmontées. Et pourquoi les tanks ont subi un si lourd tribut à l'intérieur du terrain libanais? Je ne pense pas que les chars aient payé un lourd tribut. Et je vous donnerai encore une fois l'exemple de la 7e brigade. Dans la 7e brigade, sous mon commandement, aucun soldat n'a été tué. 4 soldats de la 7e brigade ont été tués le premier jour de la guerre.
un char qui a roulé sur des explosifs et un soldat du bataillon 603 qui a reçu un obus de mortier. Mais durant les combats, aucun de nos soldats n'a été tué. On peut dire que la 7e brigade a perdu un char, on nous a tiré dessus un missile anti-char. Tout le reste de nos effectifs, et je vous parle là de centaines de véhicules mobilisés au Liban, ont combattu d'une façon optimale en vertu de tout ce que nous avions appris sans que le moindre soldat n'ait été touché. Et pourquoi c'était ainsi? Tout simplement parce que nous avions été très bien préparés et parce que nous avons travaillé avec beaucoup de professionnalisme, sans compter le courage de nos combattants et les astuces de guerre dont nous nous sommes servis. La 7e brigade a donc brillamment accompli la mission qui lui avait été confiée et elle a atteint l'ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés. Si vous étiez commandant de la division 7 aujourd'hui et qu'il fallait re-rentrer dans le terrain libanais, ça serait exactement la même chose? Je pense que non, parce qu'il faut toujours apprendre et s'améliorer. Je pense que s'il existe un élément fondamental reliant le niveau tactique d'une armée au niveau stratégique, c'est l'adaptation des plans de guerre aux menaces réelles qui pèsent sur le pays. Nous avions de très bons plans et un mois seulement avant la guerre, nous les avions mis en pratique lors d'entraînements. Sauf qu'il se trouve que ces plans n'ont pas servi durant la guerre. Si aujourd'hui j'étais le commandant de la 7e brigade, j'aurais fait tout ce que nous avons fait à l'époque, mais je me serais davantage investi dans le domaine des renseignements dont l'ennemi dispose sur nous, dans le domaine des combats urbains, car ce fut l'une des difficultés majeures lors de cette guerre, et enfin, dans tout ce qui concerne la façon dont les tankistes doivent se défendre contre les missiles anti-chars. Beaucoup de leçons peuvent être tirées de cette guerre, mais la façon dont nous avons mené les combats était celle d'une armée professionnelle qui devait s'adapter à différentes menaces. Une fois en provenance du Liban, une autre en provenance de Syrie ou de Gaza. Je vous réponds donc que oui. Une armée doit se perfectionner en permanence tout en tirant des leçons de ses dernières opérations et être prête à tout moment. Lorsque la guerre a éclaté le 12 juillet 2006, les citoyens étaient surpris et sous le choc. Mais pas nous. Il est vrai que nous non plus, nous n'avions pas anticipé cette attaque, mais nous nous y étions préparés. Une armée ne doit pas être surprise, elle doit être toujours prête à se battre. Est-ce qu'on est là aujourd'hui? Ça sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'une telle surprise peut encore une fois intervenir? Encore une fois, nous devons nous attendre à des surprises. Je ne pense pas que de l'autre côté de la frontière se trouve un groupe sioniste. C'est un ennemi dont l'objectif est de détruire l'État d'Israël. Nous devons donc être prêts à toute éventualité. Des surprises, il y en a toujours. Toute la question est de savoir comment réduire le fossé entre la surprise et la réponse pour laquelle nous optons. Si nous prenons l'exemple de la deuxième guerre au Liban, malgré tout le bruit qu'elle a fait et toutes les accusations que nous avons entendues, le résultat est très clair. 15 années de calme continu. À aucun moment de notre histoire, nous n'avions eu 15 années de calme sur cette frontière. Il faut donc évaluer cette guerre à ses résultats. Il y a un calme dont nous espérons qu'il durera et notre ennemi est complètement dissuadé. Le Hezbollah est replié dans ses bunkers, il n'ose pas en sortir. Nous avons donc accompli de grandes réussites qui n'étaient pas très visibles au départ pour le grand public, lequel avait peut-être le sentiment que nous ne nous étions pas bien battus. Nous nous sommes très bien battus. Et avec beaucoup de professionnalisme, vous n'avez qu'à regarder les résultats. Merci beaucoup. Amnon Eshel Assouline, ancien commandant de la division 7 des blindés des chars. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais ajouter quelques mots et je m'efforcerai d'être bref. C'est au sujet de nos martyrs. Je suis fier d'avoir été le commandant de la 7e brigade. Je pense que cette brigade est en elle-même une histoire fantastique pour le peuple juif sur la terre d'Israël. Je suis fier d'avoir combattu dans les rangs de Tsahal durant la deuxième guerre du Liban. Nous nous sommes battus dans des conditions très complexes. Nous avons toutefois réussi à surmonter toutes les difficultés, à nous battre avec détermination et à atteindre l'ennemi presque partout où il se trouvait. Nous avons accompli notre mission avec réussite et avons apporté à Israël une force de dissuasion qui tient depuis 15 ans déjà. Et on espère qu'elle tiendra pour longtemps encore. Je suis convaincu que les jeunes d'aujourd'hui sont encore meilleurs que nous. Ils comprennent les enjeux encore plus que nous. Et ils savent qu'il s'agit de défendre la patrie et que nous n'avons pas d'autre pays. Toda Rabba. Le colonel, à l'instant, Amnon Eshel Assouline, disait qu'il y avait énormément de combats à l'intérieur du territoire libanais. L'un d'entre eux, c'est la bataille de Binjbel, où la division Golani, et notamment un bataillon 51, a perdu 8 hommes pendant 11 heures de combat. Je vous propose de regarder ce sujet préparé par Océane Nicole et on en parle juste après avec nos invités. 24 juillet 2006, une date que ces soldats israéliens n'oublieront jamais. Alors que Tsahal combat les terroristes du Hezbollah depuis plusieurs jours, les responsables militaires décident d'envoyer des troupes dans le village de Binjbel dans le sud du Liban, à 3 km de la frontière avec Israël, considéré comme le bastion du Hezbollah. Des soldats du 51e bataillon des Golani sont alors envoyés.
À ce moment-là, ils sont tous en train de prendre les équipements, de mettre les armes dans les conteneurs, et nous voilà partis en direction du nord vers Eliakim. Je ne sais pas si j'avais peur, j'étais la fierté de la division et il y avait une volonté de rentrer à l'intérieur du Liban. Je pense que c'est parce que nous étions encore jeunes et nous ne mesurions pas les conséquences de cet acte. À Binjbel, les 30 000 Libanais qui y vivent sont contrôlés par le Hezbollah. C'est d'ailleurs là-bas que Hassan Nasrallah s'était exprimé après la sortie des troupes israéliennes du Liban. Les 2 premiers jours de combat sont un succès pour Tsahal. Au niveau du bataillon, après que l'on se soit focalisé sur les maisons, tout se passe comme il faut. Nous avions tué 3 terroristes, on avait l'impression qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Le Hezbollah ne comprenait pas par où on était rentré. Leur mission alors terminée, les soldats du 51e bataillon des Golani reçoivent alors l'ordre de retourner en Israël. Les sacs et les équipements sont prêts, mais finalement, un changement de dernière minute va chambouler leur plan, va changer le cours de leur vie. On était contents de rentrer, on avait le sourire de pouvoir rentrer à la maison après avoir combattu, après avoir tué les terroristes. Et finalement, on nous dit de rester. Donc évidemment, nous étions déçus. À 3 h du matin, les soldats reprennent donc la direction du centre de Binjbel. Ils sont face aux terroristes du Hezbollah dans un combat qui durera au total 11 heures. Toute la zone est contrôlée par le Hezbollah. Et en une seconde, tout le monde ouvre le feu. Des grenades nous tombaient dessus par dizaines et ils n'arrêtaient pas de nous tirer dessus avec leurs fusils automatiques. C'est à ce moment que Roy Klein, le commandant du bataillon, va faire preuve d'actes de bravoure pour sauver ses compagnons d'armes. Roy était l'ami d'enfance de Yoni. Son adjoint Maoz se souvient les larmes aux yeux de cet instant. Roy a vu une autre grenade tomber en notre direction et il a compris que c'était soit lui, soit nous tous. Les officiers et soldats savent que le temps est compté et doivent absolument sortir vainqueurs de ce combat. Au terme de plusieurs heures d'échanges de tirs incessants, les troupes du 51e bataillon des Golani parviennent à mettre fin au combat. Je n'ai jamais hésité pour répondre à cette question. Est-ce que nous avons gagné ou non? Bien sûr que nous avons gagné. Au total, 8 soldats seront tués, 24 blessés. La bataille de Binjbel reste jusqu'à présent l'une des batailles en milieu urbain la plus sanglante qu'ait connue l'armée israélienne. Avichai Yaakov, merci d'être avec nous. On est ici dans la forêt de Yar Bria et vous avez choisi, pas par hasard cet endroit, parce qu'il représente l'endroit où sont évoquées la mémoire de vos frères d'armes qui sont morts au combat de cette bataille de Binjbel. Racontez-nous pourquoi ici et surtout comment ça s'est passé. À l'issue de la guerre, nous avons fondé une organisation que nous avons appelée les 10 frères, en souvenir des 10 tués de notre compagnie. L'une des actions de cette association, en coopération avec le Fonds national juif, est d'avoir créé un parking ici dans la forêt Biria, baptisé les 10 frères. Il s'agit de 8 soldats tués à Binjbel et de 2 autres tombés par la suite au cours des combats. Nous avons précisément choisi cet endroit parce qu'il avait essuyé un nombre très important de tirs de roquettes tout au long de la guerre. La majeure partie de cette forêt a été brûlée durant la deuxième guerre du Liban. Le message que nous avons voulu faire passer est qu'en dépit des difficultés de la guerre, des morts que nous avons eues, des forêts qui ont été brûlées et de la mise à feu du nord du pays, nous voici de nouveau dans cette belle forêt florissante. Le peuple d'Israël est vivant et il va de l'avant. Il est florissant sur sa terre, à l'image de ces arbres que l'on voit ici. On dit de cette bataille de Binjbel qu'elle était l'une des plus féroces qu'a connue l'armée israélienne au cours de ces dernières années. Est-ce que vous confirmez? C'est vrai, la spécialité de ce combat réside premièrement dans sa durée. Nous nous sommes battus contre des dizaines de terroristes pendant 8 heures sans interruption. Deuxièmement, c'était un véritable combat de face à face, contrairement à tout ce que nous avions pu voir durant les dernières décennies. Vous voyez à l'époque les terroristes? Nous voyions vraiment les terroristes. Seule une barrière nous séparait. Nous étions positionnés d'un côté et eux de l'autre. C'est un type de combat que l'on ne retrouve pas souvent, en tout cas pas dans les guerres modernes. Notre compagnie est entrée, et cela, nous l'avons appris plus tard, dans ce que l'on appelle dans le jargon de Tsahal une zone d'anéantissement. Nous étions encerclés et attaqués de tous les côtés par 50 à 60 terroristes. Pratiquement tous nos hommes se retrouvant à cet endroit à ce moment-là ont été tués ou blessés.
On sent de la colère dans vos propos. De la colère peut-être, mais alors réservée, mais de la colère quand même. Je ne pense pas que ce soit de la colère. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Avant la guerre et avant notre entrée au Liban, Gilad Shalit avait été enlevé et une opération avait été déclenchée dans la bande de Gaza. Nous y avions été mobilisés. Nous avons passé 2 semaines à l'intérieur de Gaza, dans le quartier Al-Atatra et à Beth Hanoun. À l'issue de la mission, je suis sorti me rafraîchir. La première chose qu'un combattant qui a passé plus d'1 semaine à Gaza dans une chaleur inimaginable a envie de faire, c'est de se laver. Je me souviens qu'en me dirigeant vers les douches, j'ai aperçu des soldats de ma compagnie, les yeux fixés sur l'écran de télévision. Je jette un coup d'œil sur l'écran et je reconnais le lieu filmé non loin de là, où j'ai grandi et où j'avais l'habitude de jouer quand j'étais petit à la frontière avec le Liban. Et ils ont annoncé un enlèvement. Je me souviens d'Amichai Merchavia, mon commandant de division, que sa mémoire soit bénie, à moitié allongé sur le canapé. Je vous dis cela en pensant vraiment à ces moments. Le canapé était placé en face du téléviseur. Il nous a dit « Camarades, une guerre va avoir lieu. Cette fois, ce ne sera ni le Hamas, ni le djihad. » Rappelons qu'à cette époque, le Hamas et le djihad islamique à Gaza n'étaient pas considérés comme des ennemis sophistiqués, à la différence du Hezbollah. Mais franchement, nous n'y croyons pas. Je tiens ici à assurer que nous n'avons pas initié cette guerre. Comme son nom l'indique, Tsahal est l'armée de défense d'Israël. Sa mission consiste à défendre l'État d'Israël et à protéger ses habitants. Nous n'avons jamais l'intention d'entrer en guerre, ni ne cherchons à tuer qui que ce soit. Nous ne nous levons pas le matin avec l'idée d'aller conquérir un bout de territoire. Nous sommes une armée de défense. Et à partir du moment où le Hezbollah franchit la frontière et nous enlève des soldats, notre mission en tant que combattants est d'entrer chez eux pour libérer nos soldats enlevés et pour protéger nos villages frontaliers. Bien que cette bataille a été extrêmement féroce. La guerre n'est pas une chose facile parce qu'elle est faite d'incertitudes. Et malheureusement, toute guerre engendre des morts et des blessés. C'est ainsi pour toutes les guerres. Ah, vous les voyez dans vos yeux quand vous parlez ? Sans aucun doute, je donne beaucoup de conférences dans les 4 coins du pays destinées à des jeunes et à des soldats. Au début de chaque conférence, je leur dis qu'en racontant ce que nous avons vécu, je revis ces moments-là. Lorsque je vous ai parlé d'Amichai, je le voyais en face de moi. Lorsque je vous parle d'un combat, les explosions et les cris résonnent dans mes oreilles. Les gens doivent savoir qui sont nos combattants et ce pourquoi ils se battent. Nous protégeons notre maison, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas comme si nous envoyions nos soldats se battre dans un pays lointain, avec lequel nous n'avons aucun lien, ou que nous protégeons le monde d'un groupe de terroristes. Non, nous ne faisons que défendre notre maison. C'est cette mission qui nous a conduits au Liban. Lorsque je conclus les conférences que je donne aux jeunes et aux soldats, je leur dis que je suis un orphelin de Tsahal. Mon père a disparu lorsque j'étais âgé d'1 mois. Il servait dans l'armée de l'air. Et en Israël, vous le savez peut-être, un orphelin de Tsahal ne peut pas devenir un soldat combattant. C'est pourquoi ma mère devait signer un tas de documents pour que je sois autorisé à m'engager. Je leur demande de se mettre à la place d'une mère qui sait que son fils a été envoyé au combat au Liban et qui apprend que des dizaines de combattants y ont été tués sans avoir de nouvelles de son fils. Ce sont des moments qu'il est impossible de décrire. C'est vraiment un enfer. Ils nous ont ordonné de vivre et d'être heureux. Vous parlez d'Amichai, mais il y a aussi un nom qui revient avec insistance. C'est Roy Klein, qui a sauté sur une grenade pour vous sauver à vous. Et vous vous en souvenez également. Oui, Roy Klein a accompli un acte de bravoure. Comme je vous l'ai dit, nous combattions les terroristes face à face. Roy a vu l'un d'entre eux lancer une grenade dans notre direction et il a décidé de sauter sur elle et de la prendre à bras-le-corps. Il savait bien que cela signifiait qu'il allait mourir seul, alors que nous allions tous mourir ensemble. Il a récité la profession de foi juive, le Shema Israël, et il s'est jeté sur la grenade. L'histoire de Roy Klein est très connue, celle d'Amichai également, mais il existe encore nombre de tués, mais aussi de blessés qui continuent à vivre parmi nous. Je dis toujours qu'une histoire héroïque appartient à la compagnie tout entière et pas seulement au combattant qui a accompli l'acte. Nous avons l'exemple d'un soldat qui a appuyé sur le cou d'un camarade blessé pendant des heures, et c'est ainsi qu'il lui a sauvé la vie. D'autres n'ont pas combattu sur le terrain,
mais ont sauvé la vie de combattants. Autrement dit, l'héroïsme n'est pas seulement le fait de ceux qui ont donné leur vie sur le champ de bataille. Nous avons justement créé les 10 frères en la mémoire de tous, et pas seulement de ceux rendus célèbres. Sans tous les autres soldats qui ont participé au combat, sans avoir été sur le terrain, nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci, Avichai Yaakov, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir échangé avec nous vos souvenirs à vous. Yoni Roth, commandant de la division 91 du Nord, merci beaucoup d'être avec nous. À l'instant, Avichai Yaakov disait qu'il y a eu beaucoup de héros pendant la deuxième guerre du Liban. Et je crois savoir que vous faites partie de ces héros. Est-ce que vous confirmez? Ce qui distingue la bataille de Bin Jbel des autres, c'est qu'il n'y a pas eu de bravoure individuelle, mais que toute l'unité, et qu'en réalité tout le bataillon s'est illustré par un héroïsme inédit que l'on ne peut pas répartir. Si vous me demandez l'origine de ce niveau de bravoure, je vous dirais que c'était l'état d'esprit. Qu'il s'agisse de la brigade Golani ou du bataillon 51, il y a un esprit très fort de dévouement au combat et de détermination à anéantir l'ennemi. Le combat à Bin Jbel résume assez bien cet esprit en fin de compte. Mais racontez-nous comment on fait quand on a une balle dans les poumons, que les poumons se remplissent de sang, continuer à combattre pendant des heures. Je pense que l'armée vous forme d'une certaine façon qui fait qu'au moment de vérité, vous agissez comme un robot. Vous ne réfléchissez pas tellement, vous ne ressentez pas grand-chose. Vous mettez votre peur de côté et vous faites ce qu'on vous a appris à faire. Vous identifiez le terroriste, vous le ciblez et vous l'éliminez. Vous voyez un camarade blessé, vous allez le secourir. Vous ne pensez pas à vous-même, à ce qui pourrait vous arriver ou à vos blessures, jusqu'au moment où vous n'en pouvez plus et à ce moment-là, vous tombez. Tous ceux qui ont été au combat sont parvenus à tenir jusqu'au bout, à combattre les terroristes tout en secouant leurs camarades. Quand vous voyez ici Bin Jbel, pour vous c'est quoi? C'est un cauchemar? C'est une victoire? Ben Jbel a été une grande victoire pour les forces combattantes, pour la brigade Golani et pour Tsahal en général. La vraie victoire est que nous nous retrouvons ici tous les deux après 15 ans de calme, que le nord du pays est florissant et que le tourisme a atteint son plus haut niveau. Le Hezbollah a reçu un coup très dur. Le nord du pays connaît un calme qu'il n'avait pas eu depuis très longtemps. S'agissant de la bataille de Bin Jbel en elle-même, nous y avons éliminé environ 40 terroristes. Nous avons détruit des lance-missiles. Les terroristes qui ont survécu à notre offensive ont fini par prendre la fuite et nous avons combattu jusqu'à la dernière minute de la guerre, ciblant toujours plus de terroristes. Il n'y a aucun doute sur le fait que Bin Jbel et que la deuxième guerre du Liban, plus généralement, a été une grande victoire pour Tsahal contre le Hezbollah. En tant que commandant, aujourd'hui, vous savez que ça peut exploser à n'importe quel moment. Vous vous sentez plus sûr qu'avant? Tout d'abord, force est de constater que l'armée a très bien tiré les leçons de cette guerre. Nous avons beaucoup appris de la deuxième guerre du Liban. Entre autres, nous avons mobilisé une grande partie des effectifs de Tsahal ici, à proximité de la frontière, ce qui représente pour nous deux avantages. Premièrement, nos soldats s'entraînent désormais dans un périmètre qui ressemble beaucoup au théâtre d'opération libanais, ce qui signifie qu'en cas de nouvelle guerre, nos soldats se sentiront chez eux au Liban. Deuxièmement, nous sommes présents de façon massive à la frontière, ce qui fait que nous pourrions nous défendre beaucoup plus rapidement et efficacement en cas d'agression. Bien que, pendant que vous vous entraînez à la guerre, le Hezbollah l'a fait, la guerre au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre des forces? Je n'ai pas le moindre doute sur le fait qu'en cas de nouvelle guerre, nous nous montrerons encore plus forts et efficaces. Tsahal a beaucoup appris et nous nous entraînons ici, sans interruption. Nous disposons d'une banque de données de haute qualité sur le Hezbollah. Nous avons préparé des plans d'attaque contre lui, notre matériel et le savoir-faire de nos forces se sont considérablement améliorés. Les nouvelles recrues de Tsahal, et j'en rencontre tous les jours, sont de très bon niveau, très motivées et très matures. Leur familiarisation avec les nouvelles technologies est aussi un atout considérable pour nous. En cas de nouvelle guerre, le Hezbollah sera assommé. Ça suffit face à un ennemi qui est quand même beaucoup plus fort qu'avant? Je pense que nous sommes très bien préparés, que nous connaissons bien le Hezbollah, que nous savons exactement ce qu'il fait. Nous connaissons assez bien ses plans et nous saurons y faire face.
Nous nous améliorons en continu, nous perfectionnons notre matériel, nous développons de nouvelles techniques. Nos entraînements sont toujours de plus en plus difficiles et complexes, de sorte que le Hezbollah puisse regretter le jour où il aura décidé de nous attaquer. Je ne peux pas vous en dire plus, nous sommes plus près que jamais. Commandant Roth, ça sera ma dernière question. Quand on est un jeune soldat, qu'on est en cours d'officier et qu'on doit tout laisser pour venir combattre avec ses frères d'armes derrière dans un pays ennemi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Tout d'abord, personne ne m'a appelé. J'y suis allé de plein gré. Lorsqu'un combattant de Golani apprend que ses compagnons d'armes vont se battre au Liban, la question ne se pose pas, il laisse tout et il part avec eux. Sur le chemin conduisant à la frontière, j'ai pris un bus duquel je voyais le mont Méron et d'autres paysages en flammes. Le Hezbollah bombardait les agglomérations civiles, tirant sur femmes et enfants. Quand vous pensez à l'ennemi qui se trouve en face de vous, vous ne vous posez pas de questions. Les choses deviennent très claires, car vous savez que si vous n'allez pas l'anéantir, il viendra, lui, vous anéantir et c'est ce qu'il veut. La confiance que vous avez dans la justesse de votre cause et dans le fait que vous protégez l'État d'Israël vous donne beaucoup de force et vous pousse à mettre vos peurs de côté, à rester déterminé et aller jusqu'au bout de votre mission. Commandant Yoni Roth, merci beaucoup. Vous êtes commandant de cette division 91 qui protège donc cette frontière. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous. Vous l'avez entendu de la part de ce commandant. C'était une manière de justifier ce qu'ils ont fait, ce combat féroce à l'intérieur de Binjbel, du Liban, de défendre leurs frontières, de défendre leur pays. Ce numéro de défense spécial deuxième